Bonjour André Larané, bienvenue dans la Bonjour. conversation. Je suis ravie de vous accueillir et puis merci d'avoir accepté l'invitation. André Larané, vous avez fait des études d'ingénieur, vous avez exercé le métier de journaliste spécialisé dans les sujets économiques et industriels et passionné d'histoire, vous devenez historien. Alors Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques qui a préfacé votre livre dont on va parler, La France en héritage, ce que la France a apporté au monde, publié chez l'Artilleur, dit de vous que vous êtes un historien audacieux. Alors en quoi êtes-vous un historien audacieux et quelle est la ligne rouge de votre réflexion historique ? Alors, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie. Jean Tullard est très généreux de me qualifier déjà d'historien, parce que pour moi, le qualificatif d'historien s'adresse parfaitement à une personne comme Jean Tullard, qui est l'un de nos plus grands historiens vivants. Par contre, je me dirais plutôt historiographe ou passeur d'histoire. Je ne prétends pas être un savant. Ça, c'est votre humilité qui parle. C'est le résultat de tout mon travail sur l'histoire. Je suis un besogneux, si vous voulez. Et alors, le ligne rouge de cette réflexion historique, il y a un fil rouge, Oui. La ligne rouge, pardon. Oui, c'est que, bon, depuis 25 ans, depuis la création d'Hérodote.net, notre média de presse en ligne consacré à l'histoire, je me suis attelé à présenter l'histoire par rapport à l'actualité. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est ce qu'elle peut nous apprendre de ce que nous sommes aujourd'hui ou de ce que nous allons devenir. Connaître l'histoire est indispensable et c'est à travers cette idée-là que d'une part j'ai développé mon site et d'autre part j'en suis venu à écrire ce livre. Qui est un peu la synthèse de ces 25 années de travail. Alors justement, votre média, je crois que vous l'avez créé en 2004, c'est le premier site français d'histoire. Donc vous mettez en lien finalement des événements historiques en rapport avec l'actualité, c'est ce que vous venez de dire, pour comprendre le présent, pour éclairer le présent. C'est aussi la mission de ce livre. L'histoire est nécessaire pour comprendre le présent en toutes circonstances, quelles qu'elles soient. Oui, tout à fait. Oui. Ce livre se veut un livre d'histoire, mais comme l'indique le sous-titre, ce que la France a apporté au monde, je me suis appliqué à mettre en évidence ce qui reste aujourd'hui, pour nous et pour le reste de l'humanité, de tout le passé de la France. Ce qui fait que nous serions différents si la France n'avait pas existé. Je ne me suis pas appliqué à raconter par le détail dans ce livre les guerres de religion ou les amours de Marie-Antoinette, parce que cela n'a pas d'incidence sur notre vie d'aujourd'hui. Tout à fait. Par contre, les actions de Louis XVI et de son entourage sur la vie sociale, économique, scientifique, l'invention de la chimie par Lavoisier, un contemporain de Louis XVI, les voyages autour du monde de Bougainville, tout ça, ça a des incidences sur notre vie d'aujourd'hui. Et c'est ce que je m'applique à montrer. Ma mission accomplie, mais donc ce qui faisait sens aujourd'hui, pour vous aujourd'hui, c'était aussi de montrer que notre nation a largement participé, enfin contribué à façonner le monde. C'était important puisque votre titre parle de l'héritage de la France, c'était important. Alors à quel moment vous situez la naissance de notre pays ? Alors, comme je le rappelle dans ce livre, le mot France lui-même apparaît relativement tard. Il apparaît en 1106. C'est une lettre entre le pape et le roi de l'époque, Louis VI. Et le pape lui dit, vous êtes roi de France, non pas roi des Francs. Parce que jusque-là, le royaume était le royaume des Francs, en latin Regnum Francorum, depuis Clovis. Et même sous Charlemagne, on parlait du Regnum Francorum, puisque c'était toujours le royaume des Francs. Donc le royaume d'un peuple particulier. Et puis en 1106, depuis déjà longtemps, toutes les populations qui habitent sur cet hexagone se sont bien fondues, ont appris à vivre ensemble, ont cultivé des coutumes communes, un droit commun, etc. Et donc il n'y a plus lieu de faire référence à un peuple quelconque. On fait référence
à la France, c'est-à-dire à ce territoire riche de ses coutumes et de son unité juridique, politique et autres. Alors culturelle. vous dites, les habitants de cet espace en forme d'hexagone ont, dès le Moyen-Âge, inventé un art de vivre, un mode de pensée et des institutions aujourd'hui très largement plébiscités par le reste du monde. Est-ce que cela constitue la singularité dès le commencement, donc la singularité de la France, en quoi elle était différente des autres pays? Et puis comment expliquez-vous ce rôle novateur, précurseur, initiateur lié à cet état d'esprit? Et alors moi ce qui m'intrigue, c'est quelle est l'origine de cet état d'esprit, justement? Alors, d'une part, je ne veux pas faire de comparaison. Oui. C'est pas le but. Hein. On ne va pas dire on est meilleur que les autres. Non, ça n'a rien à voir. Surtout pas. Oui. Ce n'est pas mon idée. C'est bien de je le me préciser. sens bien où que je sois. Simplement, je suis attaché à la France parce que c'est mon pays, que je le connais, que j'y ai mes attaches et tout ce qui s'ensuit. Alors, qu'est-ce qui fait que la France a eu cette histoire qu'on lui connaît, cet art de vivre, etc. C'est ce que j'essaie de comprendre à travers le livre. Et pour ça, eh bien, ma foi, il faudrait remonter à la géographie, bien sûr. Hein. Nous sommes à la charnière entre le monde atlantique, le monde méditerranéen, le monde alpin, les plaines du Nord, le monde proprement méditerranéen, donc. Et nous sommes aussi le lieu où se sont rencontrés à la fin de l'Empire romain les Latins, donc les Romains, si on veut, avec leurs droits, leurs coutumes, leur riche civilisation, et les Germains. Les Germains qui venaient des plaines du Nord, hein, et qui ont fusionné avec les Romains pour faire donc cette France-là, et qui ont eux-mêmes apporté beaucoup de choses, à savoir, eh bien, par exemple, ils ont apporté l'idée que la femme n'était pas une mineure éternelle. Parce que, voilà. Alors si notre art de vivre, par exemple, tourne autour de l'idée que les femmes en France sont plutôt mieux traitées qu'ailleurs, et sont plus épanouies qu'ailleurs, c'est un peu à cette rencontre entre le monde germain et le monde latin qu'on le doit. Et on en parlera peut-être. Alors justement, ça c'est un sujet. Alors avant de rentrer en profondeur dans le sujet, d'abord c'est un livre très très vaste, passionnant, dense, avec beaucoup de détails. Et donc évidemment, moi j'ai choisi des sujets qui m'intéressent. C'est très subjectif. Donc d'abord, j'invite ceux qui nous regardent à vous lire absolument. Mais je vous invite si vous le souhaitez et sentez-vous libre de le faire, à aborder un sujet qui vous semble essentiel et que auquel je n'aurais pas pensé. En tout cas, puisque vous parliez des femmes, on découvre dans votre livre que la libération de la femme commence avec la France. Vous dites, s'il y a bien un point sur lequel la chrétienté médiévale a innové, c'est le statut de la femme. Alors, est-ce que vous pouvez donner, alors là je vous demande un exercice difficile, les grandes lignes de l'évolution de cette libération? Et cette libération a-t-elle permis les récentes évolutions, bien qu'il me semble que le combat soit permanent? Et quelle a été l'influence sur le reste du monde? Alors, c'est un gros chapitre. Oui, c'est un gros chapitre. Qui se rapporte à la femme, c'est vrai. à l'amélioration de son statut. Mais je vais m'en tenir à un ou deux points essentiels. Comme je vous l'ai dit, les Germains, d'après ce qu'on en sait, avaient une conception de la femme plus égalitaire que les Méditerranéens. Les peuples méditerranéens et moyen-orientaux et asiatiques aussi en bonne partie privilégient le mariage entre cousins. Ce sont des peuples qui ont des cultures néolithiques très anciennes, qui sont attachés à la terre, et donc on n'a pas envie de transmettre la terre de ses ancêtres à un quelconque quidam. On veut surveiller cela et s'assurer que la terre sera transmise à une personne de son clan. Donc, on s'applique à
à contrôler le mariage des filles. Donc, on est marié avec le cousin. Avec le cousin, pour être sûr qu'il y ait la transmission. Donc, les femmes ne choisissent pas leur conjoint. C'est un phénomène essentiel. Encore aujourd'hui, dans de très nombreuses parties du monde, et sans doute dans la majorité de l'humanité, les femmes, les filles ne choisissent pas leur conjoint. Et cela va changer en France, dans cet hexagone, dès avant l'an 1000. Hein. L'Église catholique, mais ce n'est pas tellement le fait de l'Église, c'est le fait des coutumes, comme je vous l'ai dit, qui ont pu être importées des plaines du Nord par les Germains. Enfin, les Germains, à la différence des Latins et des Méditerranéens, répugnent au mariage entre cousins. Ils proscrivent le mariage avec des personnes de son clan. Ils préfèrent aller chercher une femme loin. D'abord, ça permet de faciliter les alliances, et puis voilà, c'est leur choix. Et donc, ils vont inspirer à l'Église cette idée absolument révolutionnaire que les femmes, alors d'une part, que on ne se marie pas entre cousins, et donc très tôt l'Église catholique, l'Église d'Occident, jusqu'à la réforme protestante, tous les Occidentaux sont catholiques. Donc l'Église va proscrire le mariage entre cousins, y compris jusqu'à la 7e génération. Vous voyez, cousins au 7e degré. À vrai dire, ça c'est pour embêter surtout les princes, les souverains, les seigneurs, et puis aussi pour leur permettre, quand ils le souhaitent, de divorcer. D'accord, parce que l'aristocratie a quand même conservé ça, ils se sont mariés entre eux finalement. Ben, l'aristocratie... Enfin, je parle des monarchies alors, plutôt. Ils sont des monarchies. Tentés, voilà, ils sont parfois tentés de se marier entre cousins pour des raisons d'opportunité. Les rois. Les monarchies. Et alors, par exemple, le roi, on a un roi qui va aller chercher très tôt une épouse à Kiev, une Russe, Anne de Kiev, pour échapper au problème qu'avait eu son père, qui avait dû divorcer, sous les injonctions de l'Église, de sa femme. Et donc ce roi-là est allé chercher une Russe, il s'est dit, bon, avec ça je suis tranquille. Je suis tranquille, oui. Il n'y a pas de cousinage, voilà. Donc, l'Église proscrit le mariage entre cousins, et, fait plus important encore à mes yeux, elle impose progressivement le libre choix, le mariage public, c'est-à-dire que le mariage se fait, les conjoints ayant des témoins devant un prêtre, publiquement, et chacun doit donner publiquement son accord. Donc si la femme dit non, mais c'est non. Donc apparition du consentement en fait. Du consentement. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et d'essentiel, bien sûr. D'essentiel, parce qu'à partir du moment où la femme a le droit de choisir son conjoint, ou le droit de ne pas se marier. C'est-à-dire que, à la différence d'autres sociétés encore aujourd'hui, en Occident, dès le Moyen-Âge, il y a beaucoup de femmes qui restent célibataires. Mais quand on vous parce lit, qu'elles n'en ont pas envie. Mais quand on vous lit, oui, le statut des célibataires n'était pas très... Oui, c'était compliqué bien sûr, quand même. Hein. Bien sûr. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, c'était compliqué. Alors, autre invention révolutionnaire, c'est le planning familial. Oui, alors là, on va faire un saut, hein. On va faire un saut dans les siècles, hein. Alors oui, on va passer comme ça. Je n'ai pas suivi le... Sûr, voilà, bien exactement. Sûr. Mais je vais en rester quand même, si vous voulez, aux femmes je vous et en au prie, mariage. avec plaisir. Je vais en rester au mariage. Donc au Moyen-Âge, on promeut en Occident, c'est-à-dire essentiellement dans le Regnum Francorum, ce qui va devenir la France, et puis les lisières de la France, hein, la Belgique, la Rhénanie, enfin tout ce qui est à l'époque le domaine de la chrétienté, qui est très étroit, hein, vraiment très étroit. Imaginez l'Espagne est musulmane pour la plus grande partie, l'Italie est un peu musulmane au sud, l'Angleterre, en l'an 1000, ben, c'est encore ce n'est pas encore les Normands, enfin c'est encore pas un État. Donc franchement, la chrétienté occidentale se résume plus ou moins à notre hexagone, un peu élargi. Et donc, c'est dans cet hexagone qu'on va développer le mariage, comme je vous ai dit, par consentement mutuel, qui est très important, et ça va se
il va se développer, enfin, s'imposer pendant plusieurs siècles, normalement. Alors, à la Renaissance, notamment, il y a des rois qui vont se dire, quand même, bon, que les paysans choisissent leurs femmes et que les paysannes choisissent leurs maris, ça les regarde. Mais que ma fille puisse se marier avec qui elle veut, ou que mon fils puisse se marier avec qui il veut, là, c'est autre chose. Ça m'embête pour le patrimoine, pour les titres, pour tout ça. Donc, il y a des rois qui vont limiter le droit des filles et le droit des garçons de se marier avec qui ils veulent. Le père aura le droit de s'opposer. Mais c'est marginal. Et puis, vous allez me dire, mais si le statut des femmes a progressé au Moyen-Âge, et on pourra en parler peut-être aussi, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, à Paris, on a de nombreuses femmes, quelques dizaines de femmes qui dirigent des écoles, qui sont médecins. Il y a beaucoup de femmes qui sont médecins, on les appelle miresses, les femmes médecins, il y avait un mot pour ça. Donc il y a des femmes qui sont maîtresses d'école, et puis je ne vous parle pas des femmes qui sont chefs de guerre. Bon, on connaît Jeanne d'Arc, mais il y a Léonore d'Aquitaine, il y en a aussi ailleurs, la comtesse Mathilde en Toscane. Des femmes qui montent à cheval, qui se battent, qui commandent des hommes, qui vont à la guerre, et puis je ne sais pas si elles tuent elles-mêmes, mais enfin, elles font tuer. Donc, bon, on est quand même, dans un monde relativement égalitaire. Relativement, parce que rien n'est parfait. Et puis, bon, comme vous le savez peut-être, ça n'est pas resté toujours comme ça. Hein. Oui, parce que vous dites que sous le règne de Charlemagne, on assiste à une espèce de régression. Oui, là, il y a une régression mineure par rapport aux Mérovingiens, qui étaient, plus spécialement, enfin, qui étaient les descendants des Francs, hein, donc, enfin, les Francs eux-mêmes. Bon, mais c'est surtout après, à la fin du Moyen-Âge, qu'il y a une régression. D'accord. Et il y a une régression sous l'effet des intellectuels de l'université, qui sont très satisfaits d'être des intellectuels respectés, et qui trouvent indécent de parler d'égal à égal avec des femmes. Donc ils sont dans la toute-puissance masculine, ouais. en fait. Donc les intellectuels vont exclure les femmes de l'université. Et puis dans les corporations de métiers, c'est pareil. Petit à petit, à la Renaissance, il y a des règlements qui excluent les femmes des métiers. Des femmes, à la fin, les femmes n'ont plus de statut social, hein, ou presque plus. Alors, la situation empire au maximum au XIXe siècle. Là, c'est vraiment le point bas du statut des femmes. Mais, heureusement, même au XIXe siècle, quand les femmes sont réduites au statut de potiches, et c'est le seul mot qui convienne, hein, on ne connaît pas de femmes importantes au XIXe siècle. Au XVIIIe, vous avez des reines et des impératrices qui gouvernent et que l'on craint. Catherine II, Élisabeth Ier en Angleterre, Marie-Thérèse. Bon, il vaut mieux ne pas leur marcher sur les pieds. Bon, elles ont une autorité réelle. À partir de 1793, quand les Jacobins coupent la tête à Marie-Antoinette, à Olympe de Gouges, à quelques autres, Madame Roland, les femmes tombent dans les oubliettes. C'est ensuite le code de Napoléon, tout ça, bon, on les fait disparaître de la scène. Il va falloir arriver je crois que c'est, à mon avis, c'est Indira Gandhi, vers 1960, qui sera la première femme à devenir chef d'État. Après, si vous voulez, la dernière ayant été, avant cela, Catherine II de Russie. D'accord, ok. Il se passe 150 ans. À une exception près, peut-être l'impératrice de Chine, Cixi. Mais bon, c'est tout. D'accord. Alors on va aborder un autre sujet, passionnant aussi, et nombreux sont les sujets passionnants de ce livre, la laïcité, qui elle aussi est une invention française. Elle est même inhérente au christianisme, pardon. Elle est créée avec lui, donc là je vous cite, hein,
Et on trouve les prémices dans les évangiles eux-mêmes. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Et c'est ainsi que le christianisme distingue d'emblée, vous dites, le sacré et le profane. Donc on n'a pas attendu la loi du 9 décembre 1905. Est-ce que les évangiles ont été une source d'inspiration pour cette loi ? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Alors là aussi, vous pouvez nous Simplement, expliquer le processus et puis la séparation, bien sûr, voilà. de l'Église et de l'État qui a été une première mondiale. C'est ce que vous nous dites. Simplement, dans les siècles obscurs du Moyen-Âge, avant l'an 1000, quand l'Empire carolingien tombe en ruine, les Vikings arrivent, débarquent, ça cache tout. L'Église est alors au plus mal. Bon. Mais il y a un mouvement de réforme au sein de l'Église qui passe par le monastère de Cluny, au cœur de la France, en Bourgogne, qui va avoir un rayonnement sur toute l'Europe et qui va réformer l'Église et qui va alors faire en sorte de pacifier la société. Les guerriers, seigneurs féodaux, sont de rudes hommes qui se battent volontiers, qui manient l'épée, mais ils ont peur de l'enfer. Et donc l'Église va jouer de son autorité morale sur ces hommes pour leur dire attention, si vous enfreignez nos règlements, vous irez en enfer, on vous excommuniera et vous serez voués aux flammes éternelles. Alors les guerriers commencent à se tenir à carreau. Bon, il y a toujours des exceptions, personne n'est parfait, le monde n'est pas parfait. Mais ils commencent à se tenir à carreau. Ils épargnent la veuve et l'orphelin, il y a des jours où ils acceptent de ne plus se battre, etc. Le monde se pacifie. Ça se passe toujours dans notre espace hexagonal élargi, si vous voulez. Et puis, au XIIIe siècle, qui est celui de Saint-Louis, le grand roi médiéval de la France médiévale. Or, au XIIIe siècle, là, c'est l'apogée de la chrétienté. L'Église a une autorité absolue, enfin, elle est respectée, mais voilà. Et les rois, comme Saint-Louis, comme son homologue en Espagne, se veulent saints. Et ils craignent fortement l'excommunication. Et puis, choses changent. Les États, et en premier lieu la France, commencent à se constituer une administration solide avec des fonctionnaires, des officiers et autres importants. Et puis, ils commencent à trouver que l'Église elle est un peu envahissante. Ils voudraient gérer leurs affaires selon les préceptes de l'Évangile, si vous voulez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils voudraient gérer leurs affaires tranquillement, et donc il commence à y avoir un conflit entre les revendications de l'Église et les revendications des souverains laïcs. Et ce conflit va se boucler, il va se boucler au fil des décennies. Et en France, où la peur de l'excommunication devient moins grande, eh bien, il va aboutir avec Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis, au début de la laïcité. Il y a une sombre affaire très obscure, un conflit entre la papauté et la monarchie pour des revendications sur les dîmes, les diocèses et autres, pour lequel donc il se fâche. Le roi se fâche avec le pape. Le roi envoie son agent, son homme de confiance, Nogaret. Il envoie à Rome. L'homme de confiance va voir le pape dans sa résidence d'été, là où il le retrouve dans sa chambre et puis il lui donne une gifle. C'est comme ça que les chroniqueurs nous racontent l'histoire. Vous imaginez donner une gifle au pape? Bon, il va mourir quelques semaines après, le pape, hein, tellement il a été stupéfait par cette affaire. Mais c'est à partir de là que, disons, la monarchie française va commencer à se dire, bon, il faut séparer les affaires spirituelles, les affaires laïques. D'ailleurs, c'est là que le même roi, Philippe le Bel, va imposer au pape de
de s'établir à Avignon. Enfin, c'est aussi parce qu'à Rome, c'est la pagaille. Le pape s'établit à Avignon et il sera donc d'autant plus soumis aux influences de la monarchie. Donc, c'est le début de la séparation de l'Église et de l'État. Et ensuite, alors, c'est un phénomène, un processus qui va se développer petit à petit, avec beaucoup de secousses, mais disons qu'il n'y aura jamais de... On ne reviendra jamais à l'état antérieur. À la différence de l'Empire byzantin, où l'empereur était, et le patriarche étaient main dans la main, enfin, et se confondaient dans la direction de l'État, là, pas du tout. Hein. Au fil des siècles, progressivement, les entités Église et État vont apprendre à vivre séparément. Même sous Louis XIV, roi très pieux, bien sûr, même et surtout sur Louis XIV, on va tendre à séparer ces affaires. Et puis, donc, l'aboutissement, vous le savez, c'est la loi de 1905, bien sûr. Par la Troisième République, qui est une première dans le monde. Hein? Donc, on établit carrément que... Alors, la laïcité est au cœur des débats actuellement. Vous êtes inquiet ou pas du tout C'est pas... C'est les Français qui verront ça. Hein. Alors, autre chose qui m'a interpellée, c'est la tolérance. À quel moment, parce qu'elle apparaît dans un contexte particulier, à quel moment la France invente la tolérance? Voilà, alors, de la même façon que la France a progressivement inventé la laïcité, c'est-à-dire appris à séparer les affaires de l'Église des affaires de l'État, et donc ça n'a vraiment pas été sans mal. Hein. Il y a eu des conflits incessants, enfin, tous les monarques pratiquement sont en conflit avec la papauté, ou se raccommodent avec la papauté, mais enfin, en général c'est plutôt un conflit. Eh bien, la tolérance va aussi naître et progresser de façon très compliquée, mais elle naît à l'issue des guerres de religion. C'est ça qui est... Au XVIe siècle, oui. Il y a la réforme de Luther et de Calvin, et qui fait que en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, une grande partie des élites, bon, certes il y a des paysans, mais c'est surtout les élites bourgeoises et nobles, qui se rallient au protestantisme. Peut-être en France, peut-être un tiers des nobles, enfin quelque chose comme ça. Et il s'ensuit un conflit de préséance parce que les nobles ralliés à la réforme protestante ont une idée derrière la tête. C'est de faire comme leurs homologues allemands, c'est-à-dire de s'emparer des biens de l'Église, bien sûr, ça c'est... tant qu'à faire, tout est terre de l'Église. Bon, et puis de renverser la monarchie, ou du moins de la soumettre à leurs desiderata. Tout au long de l'histoire de la France monarchique, il y a ce conflit entre la monarchie, le monarque, le roi, et la noblesse, qui voudrait toujours affaiblir le roi pour pouvoir conserver, consolider, agrandir ses privilèges aux dépens du peuple. Le conflit va ressurgir au XVIIIe siècle avec sous la Régence, et puis il va aboutir à la Révolution. Donc là, on a au XVIe siècle, c'est-à-dire à la Renaissance, sous le règne, et ça apparaît sous le règne des derniers rois de la dynastie des Valois, et sous le règne d'Henri IV, de la dynastie des Bourbons. Donc là, il y a ce conflit qui a abouti à des guerres de religion très cruelles, et ayant enfin vaincu les protestants, Henri IV, qui a été lui-même protestant avant de se convertir, Henri IV édicte l'édit de Nantes, le fameux édit de Nantes. Le fameux qui est l'édit de tolérance de Nantes. Alors voilà. C'est ça qui est intéressant, justement. Alors, on l'a oublié, mais cet édit contient plusieurs choses. Une première chose qui me plaît beaucoup. Moi aussi, ça m'a beaucoup C'est plu. l'article 1er sur l'amnistie. Complètement. L'amnistie.
C'est-à-dire, c'est l'inverse du devoir de mémoire dont on nous parle aujourd'hui. Complètement. Et ça, je trouve on nous ressasse le devoir de mémoire, et lui, Henri IV, dit « Sous peine de mort, il est interdit à quiconque de rappeler les crimes passés dans quelque camp que ce soit. » Parce que c'est à ce prix-là qu'on rétablira la paix et la concorde. C'est très sévère. C'est ce qu'on appelle amnistie, l'oubli. Alors, moi, je trouve que le devoir de mémoire est important. En revanche, oui, bien sûr. Là, ça n'engage que moi. En revanche, et là, je trouve ça très très bien, parce que là, on n'est plus dans le devoir de mémoire, on est dans la revanche, dans le ressentiment, dans la vengeance. Et c'est ça, et ça, justement, je trouve que ce texte de pacification, vous le nommez de cette manière-là, interdit ça, ce ressentiment, et permet d'avancer, en fait. Et ça, je trouve que si on pouvait s'en inspirer aujourd'hui, ça permettrait justement d'arrêter de culpabiliser et d'arrêter de se victimiser. Oui, tout à fait. Ce serait intéressant. Alors, donc, l'édit de Nantes, c'est en premier lieu cet article sur l'amnistie qui est oublié aujourd'hui et pourtant qui me paraît très important. C'est une première aussi, c'est un apport de la France à l'humanité, si vous voulez. Et puis ensuite, c'est la tolérance. C'est-à-dire que l'édit de Nantes ouvre la possibilité d'être sujet du roi de France, catholique, et en même temps de pratiquer sa religion protestante. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'inédit dans le monde. Alors, on ne va pas pouvoir tout aborder, mais il y a d'autres choses. Alors, il y a la langue française qui est en péril et qui pourtant est très présente. Vous nous rassurez à ce sujet-là. L'apparition de la civilisation telle qu'on l'entend, enfin, du terme de civilisation tel qu'on l'entend aujourd'hui, de l'État-nation aussi. On apprend qu'un Bonaparte fonde le FBI, que la France n'a pas seulement aidé à la naissance de l'indépendance des États-Unis, mais qu'elle a aussi contribué à l'émergence du Japon comme puissance, que la France fait de la gastronomie un art majeur, que la restauration est une invention française, et que Paris est capitale de l'univers, et notamment capitale mondiale de l'art. À ce qu'on appelle un peu faussement la Belle Époque. La Belle Époque. C'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale. En tout cas, quand on vous lit, on assiste au cours justement des époques à une succession de progressions et de régression, avec la sensation que les acquis sont vraiment fragiles. Est-ce que ça répond à un cycle ? Pas du tout, comme les cycles en économie, ou absolument pas. C'est l'histoire qui veut ça, avec ses aléas. Oui, je crois que c'est l'histoire qui veut ça, sans doute, des fautes politiques qui le veulent. Je ne vois pas de déterminisme là-dedans, je ne vois pas de cycle obligatoire. Je pense que, on a parlé tout à l'heure de la régression du statut de la femme au XIXe siècle. Il n'avait rien de fatal. Il n'avait rien de fatal. Pourquoi ? Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais c'est un fait. Mais voilà, il y a bien d'autres choses. Alors, d'un point de vue plus matériel, voyez, le sort des paysans, au moins dans le bassin parisien, au cœur de la France, était sans doute plus enviable sous Saint-Louis que sous Louis XIV, le roi Soleil, le maître du monde, 4 siècles après. Voyez ? Donc c'est vraiment Il y a des hauts et des bas, mais c'est... Voilà, c'est alors justement, ce que vous dites très justement, vous dites qu'on a la responsabilité de préserver nos acquis et de les faire fructifier. Et vous ajoutez, soyons-leur fidèles afin qu'ils donnent sens à notre vie et nous aident à aménager notre planète. Alors André Larané, comment faire, comment doit se faire cette transmission quand on sait que dans certains cours d'histoire des sujets sont censurés aujourd'hui, et comment faire prendre conscience de l'importance de ces acquis, de cette histoire qui finalement nous a construits et nous constitue. Oui. Je pense en premier lieu par la prise de conscience, par l'éducation, par l'instruction, de ce passé qui nous entoure, qui que l'on soit comme moi,
fils descendant de paysans des Pyrénées, qui m'ont laissé mon accent. Dans votre accent. J'allais vous poser la question, mais vous m'avez précédé. Eh bien, où que l'on soit d'origine plus lointaine, dès lors qu'on est appelé à vivre sur ce territoire et à se mélanger à ses habitants, voilà, à ce que nos enfants sont appelés à, voilà, à partager l'héritage commun, il nous appartient de prendre conscience de cet héritage et puis de nous dire, ben, il y a de belles choses là-dedans. Et puis, ma foi, il faut en tirer profit pour continuer, nous dire que ben, nos ancêtres ont toujours eu le souci d'aller de l'avant, enfin toujours, souvent, eu le souci d'aller de l'avant, ben, faisons de même, ayons confiance. Ce que je souhaite, c'est que, voilà, on puisse avoir confiance. Et que ce livre... J'ose espérer puisse donner confiance. Complètement. Et puis surtout, on y découvre un tas de choses. Et encore une fois, j'insiste, j'invite ceux qui nous regardent à le lire. Est-ce que nous sommes toujours précurseurs ? Autant qu'avant, moins. Bon, alors on va finir là-dessus, André Larané. Merci beaucoup en tout cas. Merci, c'est moi qui. Et puis à votre prochain livre. Ravi de pouvoir converser. Moi aussi. Et puis alors on est toujours un peu frustré parce que le format est court, mais voilà, rendez-vous pour votre prochain livre. Merci encore. Oui. Écoutez, encore à bientôt, merci. André Larané. C'est très très bien.